Nous allons maintenant examiner ensemble les dispositions communes à toutes les juridictions, ce qu'on va appeler les principes directeurs du procès, qui vont être respectés à la lettre devant n'importe quelle juridiction, puisque cela assure le respect des droits du citoyen devant la justice, respecte son égalité et les principes que nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble. Alors, ces principes directeurs du procès, quels sont-ils? Bien d'abord, on va voir les règles qui gouvernent l'instance judiciaire. Qu'est-ce qu'on doit entendre par l'objet du litige? On va examiner l'importance des faits qui doivent être allégués et prouvés par les parties. On va voir que le droit, évidemment, est le support nécessaire à la décision du juge, que tout litige, que tout procès doit impérativement respecter le principe du contradictoire, que les moyens de défense doivent pouvoir être développés librement par chacune des parties, que le juge n'est pas dépourvu de la capacité d'essayer de faire en sorte que les parties se concilient. Enfin, le dernier point, ce sont les débats qui doivent être normalement publics, mais qui malheureusement ont tendance à disparaître dans la mesure où les parties ont désormais la possibilité de demander au juge de juger sans audience. Alors le premier principe directeur concerne l'instance judiciaire. Cette instance, elle est introduite bien évidemment par les parties qui peuvent y mettre fin à tout moment. C'est ainsi que le demandeur peut se désister de la procédure qu'il a engagée sous réserve que ce désistement soit accepté par la partie adverse, ce qui n'est pas évident car celle-ci a pu éventuellement faire valoir des demandes reconventionnelles ou des demandes incidentes, ne serait-ce que pour demander, par exemple, l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile, pour l'indemniser en quelque sorte des frais qu'elle a dû verser jusque-là à son conseil pour lui permettre de se défendre. Les parties doivent en principe conduire l'instance de manière loyale et sereine. Ils doivent accomplir les actes tels qu'ils sont exigés par la procédure dans les formes et les délais requis, et on sait que devant la cour d'appel notamment, les délais dits magendis obligent les parties à déposer leurs écritures dans des délais relativement courts et très stricts, sous peine de caducité de l'appel, sous peine d'irrecevabilité de leurs écritures. Et le juge a un rôle de contrôle, quasiment de chef d'orchestre de la procédure. Il doit veiller au bon déroulement de l'instance, à sa loyauté. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner toute mesure nécessaire, soit au cours de la phase de mise en état du dossier pour être plaidé, c'est ce qu'on appelle la mise en état devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel, mais également devant d'autres juridictions, notamment d'exception, comme le tribunal de commerce, où il existe un juge qui est chargé du suivi du dossier et qui a aussi ce pouvoir de chef d'orchestre. Le deuxième principe du procès civil concerne l'objet du litige. Cet objet du litige résulte toujours d'une situation de fait, voire d'une situation contractuelle, d'un malentendu, d'un problème de responsabilité, d'indemnisation, et le juge n'est amené à statuer que sur les prétentions respectives des parties. Et ces prétentions sont exposées par l'acte introductif d'instance, dont nous savons que désormais il ne s'agit que de l'assignation qui est délivrée par l'huissier, ou alors d'une requête qui peut être présentée dans certains cas devant le juge.
Les prétentions sont également présentées dans les conclusions en défense de celui qui est attrait en justice. Elles peuvent être modifiées également par des demandes incidentes, soit de la part du demandeur, soit de la part du défendeur, sachant que toutes ces demandes doivent se rattacher d'une façon ou d'une autre aux prétentions originelles. Le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. S'il statue ultra petita, c'est-à-dire au-delà de ce qui lui est demandé, ce qui arrive parfois par inadvertance, eh bien la partie qui est pénalisée entre guillemets par cette demande excédant les prétentions de l'autre partie peut ressaisir le juge dans le cadre d'une action qu'on appelle en retranchement, c'est-à-dire qu'on va demander au juge qui a rendu la décision de supprimer de celle-ci les points qui ne faisaient pas partie des prétentions originelles. Le juge doit également statuer sur tout ce qui est demandé, et là c'est assez fréquent que, là encore par inadvertance, le juge omette de statuer sur une des prétentions. Il suffit donc, comme nous le verrons ultérieurement, de solliciter de sa part qu'il complète sa décision par une requête en omission de statuer qui doit en principe être présentée dans l'année du jugement. Le troisième principe directeur du procès porte sur l'origine du litige, ce qui fait que les parties se trouvent actuellement devant le juge sur les faits. C'est pourquoi l'article 6 du Code de procédure civile dispose que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, ce qui paraît tout à fait élémentaire. Cela va obliger les parties, notamment la partie demanderesse, à expliquer de façon claire et si possible synthétique ce qui l'amène aujourd'hui devant le juge et les raisons pour lesquelles il est amené à formuler sa prétention. Le juge ne peut en principe fonder sa décision que sur des faits qui ont été apportés au débat, soit par le demandeur, soit par le défendeur. Il peut aussi, et il a souvent le souci de le faire préciser les faits à ceux qui les invoquent. Il a la possibilité également de leur demander de produire certains éléments de fait qui sont nécessaires pour qu'ils soient éclairés. Mais il est bien évident qu'on ne peut se contenter de la parole d'une partie pour établir la réalité de fait. Ce serait bien sûr trop facile, et c'est pourquoi il est d'évidence que le quatrième principe directeur nous fasse obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de nos prétentions. Alors, conformément à la loi, tout simplement parce que cette preuve doit être rapportée même par tout élément en matière de fait, mais par témoignage, par des moyens loyaux, par des moyens complets, par des moyens probants, et le juge a lui-même le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction qui peuvent lui paraître utiles pour acquérir la certitude et également le contenu de faits, de points techniques notamment. Et c'est pourquoi, en matière de contentieux médical ou en matière de contentieux de la construction, le juge habituellement demande à un professionnel, qui peut être un médecin, qui peut être un architecte, d'examiner les problèmes qui lui sont soumis afin de donner son avis sur les circonstances de fait qui sont à l'origine du litige. C'est ainsi qu'en matière de litige de la construction qui sont relativement fréquents, le juge n'a pas d'autre moyen
que de missionner à titre d'expert judiciaire un architecte ou un homme de l'art qui va être chargé d'examiner les désordres dont se plaint en général le demandeur, d'en déterminer l'origine et les causes, d'en préciser qui peut être à l'origine de ces désordres entre les différentes entreprises qui sont concernées, de préconiser des remises en état nécessaires, comment techniquement on va remédier à ces désordres. On va également essayer de se renseigner sur le coût de ces réparations, sur la durée normalement prévisible de ces réparations, qui peut déterminer une privation de jouissance si l'ouvrage ne peut pas être prêt à temps, notamment. Et les parties sont tenues de participer à la manifestation de la vérité en apportant leur concours aux mesures d'instruction. Elles ne peuvent pas s'en désintéresser, elles sont obligées de participer aux investigations de l'expert de manière contradictoire pour permettre précisément son éclairage et le fait que cet expert puisse rendre un rapport au juge dont ce dernier tiendra compte, même s'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert, pour prononcer sa décision finale. Enfin, si une partie détient un élément de preuve qu'il a des difficultés ou qu'il répugne à produire au débat et qui serait pourtant utile à la solution du litige, le juge peut tout à fait, à la requête de son adversaire, lui enjoindre de produire cette pièce, au besoin à titre d'instance, à titre d'astreinte, excusez-moi. Il peut également demander à un tiers qui serait détenteur de documents utiles à la manifestation de la vérité de produire ce document, sauf bien évidemment s'il existe un motif d'empêchement légitime, notamment dans le cas du secret professionnel. Ce n'est que dans le 5e principe directeur du procès qu'on voit apparaître le droit. Évidemment. C'est ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. On s'en serait douté. Normalement, il est libre d'apprécier la qualification des faits et des actes litigieux invoqués par les parties et il est très rare qu'il soit amené à statuer en amiable compositeur ou qu'il puisse être vraiment lié par les qualifications et les points de droit auxquels les parties entendent limiter le débat. En général, le juge va au contraire évidemment apprécier la valeur et le fondement juridique qui lui est proposé. S'il estime que ceci ne s'adapte pas à la situation, il peut toujours demander aux parties de lui fournir des explications de droit. Il le fait relativement fréquemment, notamment par la voie de note en délibéré, si cette question se pose à l'issue de débats, soit dans le cadre d'un jugement avant dire droit, ou dans le cadre de son délibéré, le tribunal est finalement trouvé ou estimé qu'un point de droit devrait pouvoir être appliqué au litige et donc forcément pour respecter le principe du contradictoire qu'on va voir à l'instant, eh bien demander aux parties de s'expliquer sur leur argumentation sur ce point. Alors évidemment, après avoir vu les faits et le droit, on va aborder maintenant quelque chose de fondamental dans le procès civil, le plus important de tous et qui va gouverner l'ensemble de la conduite de la procédure. Une fois qu'on a compris que pour respecter le procès équitable et les droits de la défense, eh bien le point le plus important, c'était de permettre à chacune des parties de s'expliquer contradictoirement devant le juge. La première chose, ce qu'il faut, bien évidemment, que toutes les parties concernées par une décision de justice
soit entendu et été appelé au procès. C'est une évidence. Et c'est pourquoi dans les procédures de droit commun devant le tribunal judiciaire ou même parfois devant la cour d'appel, il est nécessaire qu'on s'assure que le défendeur ait bien été convoqué devant la juridiction, notamment grâce à un acte d'huissier, où on sait que l'huissier, à la différence du postier, a le devoir de remettre personnellement entre les mains de la personne convoquée l'acte d'assignation qui va contenir l'indication de la juridiction où il est appelé, les modalités de comparution et bien évidemment les prétentions de son adversaire. Toute partie doit pouvoir être entendue devant le juge et avoir la possibilité de faire valoir ses arguments. C'est vraiment le principe du droit au procès équitable et du respect des droits de la défense. Alors pour assurer ce principe du contradictoire, eh bien cela veut dire que les parties doivent pouvoir se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, bien évidemment, sur lesquels leur adversaire fonde leurs prétentions, mais également les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin, nous dit le texte de l'article 15 du Code de procédure civile, que chacune soit à même d'organiser sa défense. Et le juge a un rôle tout à fait actif dans le débat judiciaire, puisqu'au terme de l'article 16, qui est aussi un article vraiment essentiel dans le procès équitable, eh bien ce juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit donc vraiment s'assurer que les parties aient bien été appelées à l'instance, que chacune des parties a communiqué à l'autre ses pièces et ses arguments, notamment lorsqu'il s'agit d'une procédure écrite. Il doit s'assurer, ça doit être quelque chose d'obsessionnel pour lui, que chacune des parties a eu le temps et la possibilité de répondre sereinement à l'argumentation adverse. Par ailleurs, le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les pièces, les documents qui sont invoqués et produits par les parties, que s'il a la certitude que ceux-ci ont bien été échangés contradictoirement et que chacune des parties a pu les discuter. Alors il peut arriver que légitimement une partie puisse unilatéralement demander quelque chose à un juge hors du principe du contradictoire, c'est très exceptionnel. C'est notamment le cas lorsqu'une partie va demander au juge d'ordonner une mesure de constatation, notamment dans des procédures de contrefaçon, de concurrence déloyale, où il est nécessaire pour pouvoir, disons, acquérir la preuve d'un fait ou d'une situation, que des constatations soient faites non contradictoirement, parce que si elles étaient faites contradictoirement et que la partie qui doit la subir, cette mesure de constatation, en était au courant, eh bien, il ferait immédiatement disparaître les preuves. C'est pourquoi on peut saisir le président d'une juridiction, notamment de droit commun, voire du tribunal de commerce, pour lui demander d'organiser une mesure de constatation par requête. Cette requête étant bien évidemment unilatérale. Elle doit être fondée sur des pièces, on doit persuader bien évidemment le juge de son bien fondé, c'est évident, hein. Et si celui-ci accepte de faire droit à cette requête, eh bien il va rendre une ordonnance l'autorisant donc une constatation par exemple par huissier, hein, du contenu d'une vitrine, du contenu d'un site internet, d'une marque contrefaisante, mais il doit impérativement motiver dans son ordonnance pourquoi il déroge à ce principe du contradictoire sous peine de nullité de son ordonnance. Nous connaissons bien, évidemment, les principes auxquels nous sommes très attachés du respect des droits de la défense, et c'est pourquoi le 7e principe directeur du procès
nous dit que les parties doivent et peuvent surtout se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. On le sait, devant les juridictions de droit commun, dans le cadre des procédures écrites et avec représentation obligatoire, notamment devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Les parties doivent pouvoir être entendues, nous l'avons déjà vu, mais pour assurer le respect des droits de la défense, eh bien, il faut qu'elles puissent se faire non seulement conseiller, mais également assister par le défenseur de leur choix, qui est le plus souvent un avocat, bien évidemment, dans le cas où nous sommes dans une procédure avec représentation obligatoire. Mais ça peut être aussi par un défenseur syndical en matière prud'homale. Les parties doivent pouvoir choisir librement leur défenseur. Elles doivent pouvoir de cette façon-là avoir la certitude de bénéficier d'une défense qui leur soit personnelle, individualisée, et surtout, ce qui est important dans les rapports avec un défenseur, c'est le lien de confiance qui doit unir ce dernier et son client. C'est quelque chose de fondamental. Un avocat ne peut pas continuer à défendre un client qui ne lui fait plus confiance pour des raisons X ou Y. Il doit se dessaisir de ce client et de lui demander de choisir, si possible, un autre défenseur. Cela étant, même si le défenseur professionnel est toujours utile au juge, parce qu'il sait que celui-ci connaît les règles de procédure, il sait qu'il connaît le principe du contradictoire, et il sait de cette façon-là qu'il aura un dossier avec la certitude que les éléments de fait et de droit auront été débattus contradictoirement. Toujours est-il que le juge peut légitimement avoir envie d'entendre les parties dans des affaires complexes, dans des affaires passionnelles, dans des affaires familiales ou de voisinage. Il a parfois envie de connaître ce contexte et le caractère peut-être émotionnel d'un litige, et rien ne lui interdit d'entendre les parties elles-mêmes. Mais il le fait très rarement, bien évidemment, dans la mesure où toujours il est pressé par le temps. Les juridictions sont encombrées, vous le savez, et de même qu'il a difficilement la possibilité de concilier les parties lui-même, eh bien, il va plutôt généralement s'en remettre aux défenseurs des plaideurs. Et pourtant, nous savons à quel point l'institution judiciaire est attachée aux modes amiables de règlement des différends, et sur la base déjà de l'article 21 du Code de procédure civile qui dispose qu'il entre dans la mission de tout juge de concilier les parties. Cela voudrait dire que le juge ait le temps suffisant pour essayer personnellement de rapprocher les parties pour que ces parties trouvent eux-mêmes leur solution.